Daniel Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, la main tendue de Benoît Hamon il y a quelques instants et à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon pour construire une majorité gouvernementale cohérente et durable. Vous la saisissez ou vous la refusez? D'abord, première chose, on est content ce soir que Valls dégage. C'était un autocollant qu'on a distribué dans je ne sais pas combien de manifs. Et ce mouvement dégagiste montre bien qu'il y a un souffle d'insoumission dans ce pays qui continue. Sarkozy a été dégagé, Hollande de fait a été dégagé, maintenant c'est Valls qui est dégagé, parce qu'il y a un rejet de la part des citoyens et des citoyennes de ce pays, de la politique qu'a incarné le Parti Socialiste depuis le début de ce quinquennat. Donc maintenant, le Parti Socialiste, il a un candidat. Donc j'ai bien entendu le message de Benoît Hamon. Je trouve quelque peu contradictoire avec le fait qu'il ait fermé la porte chez M. Bourdin quand il a dit que finalement, quoi qu'il arrive, il sera présent au premier tour des élections présidentielles. Il a une première tâche en tant que candidat là du PS. Il l'a dit lui-même, il veut rassembler les socialistes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va commencer finalement à faire les grands écarts sur un certain nombre de flous du programme? Parce que aujourd'hui, je pense que ce qu'attendent les Françaises et les Françaises, c'est un message politique clair. On en a marre du 49-3, de cette monarchie républicaine. Eh bien, il faut un candidat qui convoque une assemblée constituante sur l'ensemble des sujets. Mais la main tendue, vous la prenez pas, donc on est d'accord. J'aimerais qu'il clarifie, lui. On ne peut pas, à un moment donné, vouloir à la fois réunir les socialistes dont les gens ne veulent plus la politique et dont nous avons eu de cesse de dénoncer la politique et aller à contrario de l'intérêt général. Elsa Di Meo, vous voulez réagir? Oui, aux propos qui sont tenus, parce que je crois que ces mots politiques n'honorent pas la politique française. Voilà, moi, Valls dégage ou n'importe qui dégage, ce n'est pas mon vocabulaire à gauche, et je crois que vous êtes en train vraiment de montrer un spectacle lamentable quand 2 millions d'électeurs de gauche se sont déplacés ce soir. Je parle simplement, en fait, c'est ce que ressentent beaucoup de gens. Quel que soit leur choix. Ils ont tellement souffert de cette, politique, madame. C'est en tant que tel que vous devez parler. Et oui, et donc je sais ce que les gens ont souffert de cette politique. Ce que je sais, c'est que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est le candidat d'un conclave, alors que ce soit Benoît Hamon ou que ce soit Manuel Valls, d'ailleurs que ce soit l'ensemble des candidats qui ont participé à cette primaire, méritent mieux comme respect, parce que ce sont 2 millions d'électeurs qui ont tranché un débat ce soir. Jean-Luc Mélenchon représentait déjà en 2012 4 millions d'électeurs. Je crois que si on en reste aujourd'hui à des discussions de personnes et d'appareils, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer dans ce pays. Si on en reste à l'idée qu'il faut défendre son champion absolument, qu'il a la vérité et que c'est lui qui doit guider forcément le rassemblement, on ne comprend rien à la profonde envie des gens, non pas d'agression, d'agressivité, mais de se rassembler pour construire un chemin différent de ce qui a été proposé. Et c'est pour ça que cette primaire, elle est intéressante, parce qu'elle s'est adressée aux électeurs, aux électrices. Ça a été une formidable campagne. Et elle a permis de prendre le pouls du pays. Il ne faut pas se tromper. Le pays veut un changement profond, des perspectives nouvelles dans une société qui change complètement. Mais elle ne veut pas de fracas. Donc moi, j'incite réellement tous ceux qui sont des responsables politiques aujourd'hui à prendre justement cette main qui est tendue par Benoît Hamon pour ouvrir la discussion sur quelle perspective de progrès aujourd'hui on peut donner à la France. Et c'est possible. On a bien noté que la main tendue de Benoît Hamon n'allait pas jusqu'en direction d'Emmanuel Macron que vous représentez, Benjamin Griveaux. Comment est-ce que vous commentez le résultat de ce soir? Comment est-ce que vous l'appréciez? Ça ne nous avait pas échappé que Benoît Hamon, dès la semaine dernière, d'ailleurs, avait été très clair, se tournait vers Jean-Luc Mélenchon, vers Yannick Jadot, pas vers Emmanuel Macron. Ce soir, on a finalement 2 représentants d'une même gauche, qui est une gauche qu'on pourrait qualifier celle des illusions. Vous avez Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Benoît Hamon de l'autre, qui ont tous les deux, Benoît Hamon, remporté cette primaire, et puis Jean-Luc Mélenchon qui s'est engagé dans la campagne il y a déjà plusieurs mois. Ce sont tous les deux, et on vient de le voir à l'instant dans les propos qui sont tenus, les candidats du contre. Il faut faire front, il fallait dégager Valls, et donc vous avez à droite le candidat Fillon qui était, il fallait dégager Sarko, à gauche Hamon, il fallait dégager Valls. Et ce qu'on propose, nous, c'est que aux électeurs qui ce soir se sentent orphelins d'une gauche du réel, il y a un endroit pour eux, ça s'appelle En Marche. À la droite sociale et européenne qui se sent orpheline, quand j'entends le discours de François Fillon sur les sujets de société, sur sa vision du modèle social et sa vision de l'Europe, je leur dis voilà, il y a un lieu pour vous aussi, c'est En Marche. Et je crois que la leçon de ce soir, on l'a bien vu, je ne crois pas au rassemblement des idées dans les jours qui viennent, ce sera de façade, il y aura de l'insincérité, et c'est normal, on ne peut pas demander à des gens qui ont voté pour Manuel Valls d'aller soutenir la fleur au fusil Benoît Hamon, alors qu'ils ne partagent pas des éléments fondamentaux de leur programme sur le revenu universel, sur la laïcité, sur la politique migratoire, sur la transition énergétique. Bref,
sur des sujets qui sont structurants. Ou alors ce sera un rabibochage de façade et les Français ne s'y tromperont pas. On voit bien la difficulté qu'a François Fillon. Moi, je ne connais toujours pas le programme sur la santé de François Fillon 2 mois après son élection. On voit bien qu'il balbutie sur la question de la suppression du nombre de fonctionnaires. On voit bien qu'il balbutie sur la question des déficits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de ligne politique claire et cohérente. Et je crois que c'est ce qu'Emmanuel Macron propose aux Français. Et c'est sans doute pour cela qu'ils sont des milliers à nous rejoindre. Nous sommes désormais 160 000. On a gagné 15 000 adhérents la semaine dernière. Une petite réaction d'Elsa Di Meo. Le rassemblement, comment il sera possible avec Benoît Hamon ? Vous êtes tellement opposé à ce qu'il a dit. Comment pourriez-vous le soutenir ? Tout d'abord, je crois que les mots de Manuel Valls et le message de Manuel Valls sur le rassemblement sont très clairs ce soir et montrent une grande loyauté de sa part. Après, le rassemblement, il se construira. Il faut être 2 pour le faire. Et donc, je pense qu'il appartiendra à Benoît Hamon de faire en sorte de trouver les voies de ce rassemblement. Je voudrais juste un dernier mot sur ce que vous venez de dire, parce que moi, je suis profondément choquée d'entendre le message politique et le vote qui est au final ni de droite ni de gauche. Je viens d'une région où le Front National surfe en permanence sur cette idée-là. Et moi, je crois, même si je ne partage pas l'orientation qui a pu être défendue par exemple par Benoît Hamon sur le revenu universel, que nous sommes dans un pays où le besoin de clarifier un certain nombre de positions, de réaffirmer le clivage gauche-droite est réel, notamment sur la question par exemple du rôle de l'État et de la place de l'État. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant sur iTélé, on repartira évidemment au PS pour la photo de famille. À tout de suite. Le score de Benoît Hamon a un tout petit peu évolué, 58,88% des voix. Guillaume Balas, effectivement, la dynamique du premier tour s'est confirmée pour votre candidat Benoît Hamon. Oui, on le sentait un petit peu. On voyait notamment que beaucoup de gens qui s'étaient écartés de la politique ou qui n'y étaient jamais venus, je pense notamment aux jeunes, s'intéressaient de plus en plus à cette campagne. Et on a vu dans l'entre-deux tours notamment que cette mobilisation ne faiblissait pas. Qu'au contraire, notamment dans les meetings qu'on faisait, il y avait de plus en plus de gens qui venaient, des salariés, des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et qui se retrouvaient notamment dans l'idée que, par exemple, l'écologie, ce n'était pas réservé aux riches, mais qu'ils avaient le droit d'être en bonne santé. Enfin, vraiment des mots de Benoît Hamon qui avaient percuté par rapport à ce qu'était leur quotidien. Et je crois que c'est ce qui a fait la force de cette campagne. Quel avenir pour Manuel Valls, Elsa Di Meo ? Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains mois ? On imagine qu'il ne va pas faire la campagne de Benoît Hamon. Si vous me le permettez, juste sur cet élément-là, on n'a pas encore suffisamment d'éléments quand même pour dire ce qu'est la structuration de l'électorat. Ce qu'on sait, c'est que le cœur de l'électorat de la primaire du premier tour n'est pas l'électorat socialiste. C'est aujourd'hui, sur les 1,7 million de participants du premier tour, uniquement 700 000 électeurs qui se déclarent socialistes. Donc je crois que l'enjeu du rassemblement le plus large possible de la famille socialiste est un enjeu déterminant pour servir de pivot au rassemblement de la gauche. Heureusement, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas majoritaires dans les électeurs. Heureusement, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas majoritaires dans les électeurs de la primaire, du Parti socialiste, de ses alliés et de la gauche citoyenne. Je le note juste, les socialistes, puisque ceux qui se déclarent socialistes. On sait, nous, qu'on a par exemple beaucoup d'hommes et de femmes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon et qui sont allés voter pour justement dégager Valls. Ah oui, c'est la stratégie de triangulation alors. Non, c'est pas une stratégie, c'est dans le mouvement. Vous avez appelé à ne pas y participer. Dans le mouvement et l'ambiance, nous, on n'était pas pour participer à ces primaires, donc c'est pas une stratégie, c'est un sentiment, une volonté. Oh ben non, bien sûr que non. Une volonté d'en finir avec ce qu'a pu incarner Manuel Valls. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont. Et donc vous vous félicitez que vos électeurs soient allés dans la primaire alors que vous les avez appelés à ne pas y aller, à ne pas la reconnaître. Enfin, moi, je me félicite. Bien sûr, je me félicite que dans ce pays. Je me félicite que dans ce pays, il y ait ce mouvement d'insoumission auquel nous travaillons et qui est justement permis qu'on se débarrasse de Manuel Valls et de ce qu'il incarne. Maintenant, on est dans une nouvelle phase de l'élection présidentielle qui va vraiment commencer avec un débat sur les programmes qui va se poser. Qu'est-ce qu'on fait justement sur les questions écologiques ? Parce que pour nous, félicitez que les gens soient allés voter contre Valls, mais quand même, vous ne voulez pas éventuellement tendre la main à celui qui en sortirait. Oui, je me félicite. Oui, mais parce qu'il y a une logique à ces primaires assez étonnante, puisque les primaires du Parti socialiste ont quand même convoqué des électrices et des électeurs pour sanctionner finalement le bilan du Parti socialiste. Donc excusez-moi de l'absurdité de la nature du scrutin, mais c'est comme ça, c'est un fait. Majoritairement, les gens ont exprimé, exactement, les gens majoritairement ont exprimé un rejet
du bilan de la politique du Parti socialiste. De Jean-Luc Mélenchon trouve que la démocratie est une absurdité. Non, je parle de la primaire du Parti socialiste qui donc a convoqué un scrutin pour sanctionner le bilan de sa propre politique. Fallait y aller. Mais bien sûr que non, Vos parce que je électeurs ne suis pas. ont été appelés à aller voter, parce que justement, nous, en aucun cas, nous ne souhaitions respecter la règle qui était si Manuel Valls était vainqueur, il fallait se rallier derrière Manuel Valls. Et nous aurions jamais accepté. Et justement, nous souhaitons la cohérence politique. Et je pense que là, le débat maintenant commence. Et le débat qui va être intéressant, ça va être vraiment le débat programme contre programme. Il ne faut pas rester au milieu du guet. Les Françaises et les Françaises attendent des mesures claires. Voilà, sur la question, par exemple, écologique, le mix énergétique, ça n'est pas possible. Il faut absolument assumer de sortir du nucléaire. Mais nous l'assumons. Et je pense que non, vous n'assumez pas. Vous êtes sur le mix énergétique, vous n'assumez pas la sortie du nucléaire. Ça n'est pas vrai ce que tu dis. Ça n'est pas ce que Benoît Hamon nous devons sortir du nucléaire. Il dit par nucléaire. exemple Notre-Dame-des-Landes, il faut suspendre, il faut arrêter. Sur la question de la 6e République, si tu cherches à ce qu'on soit divisé, nous y arriverons forcément. Je Ce qu'il faut chercher, c'est d'abord les points de convergence. Ce que je pense, c'est qu'il faut absolument avoir un débat sur le fond, mais évidemment, des idées absolument que nous assumons, d'agir à la racine des choses. Oui, et trouver les points communs, pas ce qui nous divise. Sur la question, par exemple, de la démocratie, il faut absolument permettre au peuple de reprendre en main son destin. C'est pour ça qu'on a fait les primaires, d'ailleurs. Une assemblée constituante, mais pas trop quand même. Une assemblée constituante, pour que les règles du jeu puissent être définies. On peut discuter donc de tout cela. Donc ces éléments... On voit les tractations qui ont déjà commencé sur le plateau. La présidentielle va pouvoir... Un mot à Benjamin Griveaux. Pour Emmanuel Macron, la primaire, vous n'y croyez pas et vous n'y croyez toujours pas? Je me mets à la place de vos téléspectateurs depuis quelques minutes. Ils doivent se demander ce qui se passe sur le plateau avec déjà des débuts de discussion, de savoir s'il y a eu de l'entrisme des socialistes, suffisamment de socialistes, est-ce qu'il y avait des mélenchonistes, est-ce qu'il y avait là... Franchement, Vincent, il ne comprend plus rien. Et ce que je reproche au sujet des primaires, c'est que vous parlez à votre nombril. Personne n'a voté pour vous. Vous parlez à votre nombril. Oui, mais 2 millions de personnes, s'il y a 2 millions, il y a 44 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Donc j'entends l'insoumission qui se lève, mais enfin, il vous en manque 42 millions, madame. Vous avez pas mis et donc, millions partant de là, je me mets à la place de vos téléspectateurs. Nous, on s'adresse aux Français. Depuis le début, depuis le départ. On considère que la seule primaire qui compte, c'est le 23 avril, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que finalement, c'est ça aussi l'esprit de cette élection. Et c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit, qu'on l'a fait depuis le départ, avec différentes phases de diagnostic, une phase de vision avec le livre, le projet qui commence à être dévoilé sur la question d'éducation, de santé, de travail, de culture vendredi dernier, et qui se donnera lieu à un contrat avec la nation à la fin du mois de février. Mais c'est ce chemin-là, et c'est dans ce dialogue avec le pays et avec les Français, et non pas en commençant à régler les vieux débats de la gauche qui ont 30 ans d'âge sur des plateaux télé, dans des accords d'appareil. Je suis désolé. J'étais au salon du taxi et pour les classes populaires, qu'ils soient taxis, j'étais aussi au syndicat national. Vous travaillez beaucoup le dimanche, Daniel Simonet, je trouve. Hier matin, ceux qui travaillent... à l'ouverture dominicale, je trouve que dimanche, parce que je rencontre, figurez-vous, parce que je rencontre beaucoup d'artisans. Est-ce que vous êtes pour l'ouverture des bibliothèques le dimanche qu'a proposé Emmanuel Macron vendredi? De petits entrepreneurs, par exemple, dans le domaine de la livraison, et qui sont en train de se prendre en pleine poire l'ubérisation. L'ubérisation dont M. Macron, justement, a joué le VRP, et qui se rendent bien compte que cette question centrale, qui n'est pas le problème du numérique, parce que tout le monde est favorable à la modernité des nouvelles technologies, mais la façon dont des multinationales exploitent ces plateformes pour casser le code du travail. Ces problématiques-là, je vous assure que pour toutes les entreprises qui sont en ce moment menacées parce qu'elles subissent sa concurrence déloyale, ça n'est pas un débat hors sol, monsieur. Vous êtes totalement... Guillaume Balas, 500 € par adolescent, propose Emmanuel Macron un pass culture. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Les passes culture ont été beaucoup expérimentés dans les collectivités locales, avec parfois bonheur, parfois pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on donne simplement un pass culture qu'il va être utilisé. Ça demande que ça soit accompagné. C'est pour ça que le cadre, notamment dans lequel les passes culture sont délivrés, est très important. Parce que c'est un accompagnement scolaire, un accompagnement associatif. Comment on fait pour émanciper justement le jeune et lui faire découvrir de nouveaux horizons? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous devons donner les moyens à la jeunesse de s'émanciper. C'est elle qui a pris la crise de 2008
en plein dans la figure. C'est elle qui ne peut pas se loger, c'est elle qui ne peut pas partir de chez ses parents, qui ne peut pas rentrer dans le monde du travail ou avec des conditions très précaires. C'est le sens notamment de la première phase du revenu universel que Benoît Hamon Le meilleur moyen de laisser la jeunesse s'émanciper, c'est aussi de lui faire confiance et de mettre un peu de liberté dans l'utilisation de ce pass culture de 500 €. Mais et de ne personne pas dit avoir une culture d'État qui implique d'avoir telle dépense sur telle ordre. Non, mais je Vous ne pense croyez pas à l'éducation? Elsa Di Meo, un petit mot. Vous savez, nous, le pass culture, on l'a mis en place en région PACA et j'en étais très fière, comme je suis très fière qu'un gouvernement social-démocrate italien les prônait comme une des réponses sur la lutte contre le terrorisme. Je crois que le sujet ne se situe pas tant dans telle ou telle mesure est-elle compatible avec tel ou tel projet. Là, nous serions encore une fois à côté de ce qu'attendent les Français. Ils attendent une vision pour la France. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on peut avoir de telle compatibilité de projet, de telle ligne et de sous-ligne avec Emmanuel Macron. Mais peut-être que Emmanuel Macron nous dise, sorte du flou dans lequel on est depuis un certain nombre de mois, ni de gauche, ni de droite, où exactement on ne sait pas. D'ailleurs, il faudra aussi qu'il parle du bilan du quinquennat, il y a participé, il doit en être fier, tout comme Manuel Valls en a été fier dans ce débat. On l'entend aussi peu sur ce sujet-là aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait quand il était ministre à Bercy notamment, il faudra qu'il soit aussi le porteur de l'ensemble de ces mesures, celles qui ont permis de libéraliser une partie du marché du travail, celles qui ont permis aujourd'hui qu'on ait le retour de la croissance et des créations nettes d'emplois, par exemple. Courte réponse de Benjamin Griveaux avant Je Daniel ne sais Simonet. pas où était Elsa Di Meo, ma voisine, ces dernières semaines, sans doute très occupée à la campagne d'Emmanuel Valls, et je le comprends parfaitement. Mais Emmanuel Macron Avec une certaine fierté, de je vous avoue, multiples reprises traité l'ensemble des questions que vous posez. Donc je vous invite à regarder les replays excellentes. Il a dit qu'il l'a dit à plusieurs reprises, et vous le savez très bien. Il a dit qu'il était de gauche, et vous le savez. Il l'a dit à plein de reprises. 20h, vous ne me dites pas que vous n'avez pas regardé ça tard. Donc il l'a dit, et il a dit qu'il rassemblait des gens de gauche. Il a dit qu'il rassemblait des gens de gauche et de droite. Justement. Que la ligne de fracture n'était plus entre la gauche et la droite, entre les progressistes et les conservateurs, et qu'il y avait des conservateurs dans les deux camps. Si, ça veut dire quelque chose. Croyez-moi, ça veut dire quelque chose. Donc, vous pouvez continuer à faire ce procès et à répéter comme des perroquets. Je termine simplement, monsieur Vallat. Vous pouvez continuer à faire les perroquets des éléments de langage appris par cœur depuis des mois. Manifestement, ça ne percute pas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Non, justement. Et donc, je me dis que vous avez été très occupé ces dernières semaines. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que dit Emmanuel Macron. Et je suis sûr que vous y trouverez un intérêt. J'ai tout écouté de ce que dit Emmanuel Macron. J'en doute beaucoup, madame Di Meo. Écoutez, moi je ne vous fais pas le procès en sincérité, donc ayez au moins l'exigence de faire la même chose. Alors dites des choses telles qu'elles sont et ne mentez pas. Telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je ne sais pas où se situe le projet d'Emmanuel Macron, parce qu'il a dit lui-même qu'il ne le présenterait que plus justement, tard. Il faut faire maintenant très attention quand même dans la situation dans laquelle nous sommes. Il y a Daniel Simonet dit une chose qui, à mon avis, est juste, on ne le dit pas de la même manière, mais on voit bien qu'il y a un processus de transformation aujourd'hui de ce qu'est la vie politique française et qui est très importante. C'est-à-dire que la droite est aujourd'hui en train de complètement se transformer, voire de rentrer dans une crise, à mon avis, qui peut être très importante. On voit que tout ce qui faisait la gauche auparavant est en train de se transformer complètement. Et je crois qu'il faut absolument aujourd'hui essayer d'éviter ce qui pourrait être simplement du combat frontal non argumenté. Parlons du fond. Je pense qu'il faut se situer justement dans les débats qui sont devant nous. Est-ce qu'on est aujourd'hui pour penser qu'il faut plus de flexibilité parce que c'est ça qui va créer de la croissance et cette croissance va permettre ensuite plus d'emplois? Je n'y crois pas. Je pense que cette logique est vieille, conservatrice et qu'il faut faire autre chose. Mais on peut en discuter. Essayons de trouver aujourd'hui les chemins qui permettent au peuple français de se rassembler et que cette espèce d'évolution fantastique qu'on est en train de créer là, tous ensemble, puisse se traduire par du positif. En discuter avec Jean-Luc Mélenchon, représenté ici par Daniel Simonet, fatalement, un de vous deux devra se désister en faveur de l'autre au second tour de l'élection présidentielle. On commence d'abord par regarder ce qui est convergence, ce qui l'est moins. Vous savez, dans les années 70, le Parti communiste français et le Parti socialiste ont réussi à faire un programme commun, alors que l'un soutenait l'URSS et l'autre était du côté des États-Unis. Ah oui. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, alors que sur la question, par exemple, écologique, sur les questions sociales, sur la question de la démocratie, on voit que dans l'électorat, il y a des aspirations profondes sur ces sujets et qu'il y a des parts de programmes qui peuvent se retrouver, que ça soit chez Jean-Luc Mélenchon, que ça soit chez Yannick Jadot. On peut aujourd'hui... Hamon, Mélenchon, même combat, Daniel Simonet. Alors, je pense que la question centrale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va se donner les moyens de faire la politique pour laquelle nous demandons les suffrages des citoyennes et des citoyens?
on est dans une situation aujourd'hui où, depuis l'adoption et la ratification, encore par Hollande, dès le début de son quinquennat du dernier traité européen, le prochain gouvernement, dès son premier budget, il devra le soumettre au semestre européen. Et donc, ce sera les directives libérales européennes qui s'imposeront. Les institutions européennes imposeront le respect de la règle des 3%, que M. Hamon, à juste titre d'ailleurs, critique. Et donc, que fera ce gouvernement ? Il faut donc que cette question-là centrale soit posée. Parce qu'on ne peut pas accepter, vu la crise démocratique que nous avons dans ce pays, de donner un chèque en blanc à une force politique qui, comme a pu le dire Hollande, mon ennemi sera la finance, pour finalement la servir pendant l'ensemble d'un quinquennat. Nous proposons une méthode extrêmement simple, extrêmement claire. On crée le rapport de force parce que la France, elle représente 30% du PIB européen. Donc elle est en capacité de dire nous désobéissons unilatéralement aux traités libéraux. Et nous exigeons la renégociation d'un nouveau traité. Vous savez, attendez. Pas d'accord pour Guillaume Balas. Vous savez, vous avez un nouveau traité qui est en ce moment en train d'être, qui va se discuter et qui va être présenté et qui va être débattu. Donc, il y a un nouveau traité, bien évidemment, qui va être présenté par la France et par l'Allemagne. Alors, est-ce que nous assumons que ce débat-là soit public ou qu'il soit un traité secret au niveau des institutions européennes? Et est-ce que nous assumons que ce rapport de force que mettra en place le prochain président de la République puisse se trancher par un référendum? Soit nous estimons que la négociation a permis d'aboutir à le respect de la politique que nous souhaitons mener, et à ce moment-là, très bien, c'est le plan A. Soit nous estimons que le rapport de force n'est pas favorable, et donc le peuple préfère restaurer sa souveraineté et de pouvoir appliquer la politique pour laquelle il est élu, et donc sortir de la zone euro. Cette question-là, elle est centrale. Est-ce qu'on résiste ou pas aux politiques d'austérité qui sont imposées? Parce que sinon, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la défense des services publics, sur la redistribution des richesses, sur l'ensemble des éléments de la politique. Si vous ne créez pas les conditions du respect de la souveraineté du peuple français et de la politique pour laquelle vous demandez les suffrages, alors vous serez dans une hypocrisie totale. 58-89 en faveur de Benoît Hamon. Les résultats s'affinent au fil de la soirée. Elsa Di Meo pour Manuel Valls. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Daniel Simonet? Je suis quelque part pas très surprise, mais je trouve qu'on voit... on a la poignée de main. Voilà, on va s'interrompre un instant pour regarder devant Jean-Christophe Cambadélis, Manuel Valls et Benoît Hamon. Une accolade entre les deux candidats. Ça va, c'est bien. Assez rapidement, ça a duré moins longtemps qu'en 2011, évidemment, où François Hollande et Martine Aubry étaient restés longuement et ont été rejoints par les autres candidats de la primaire de 2011. Elsa Di Meo, c'est surprenant, on voit le poids de la défaite sur le visage de Manuel Valls, c'est normal? Forcément, il y a quand même de l'émotion chez Manuel Valls. Après, il l'a dit ce soir d'ailleurs, 1 mois et demi de campagne qui a été compliqué, qui a été lourd. Donc voilà, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est les mots qui ont été le sien, c'est sa responsabilité, c'est sa loyauté ce soir. Et voilà, la gauche, elle est en ordre de marche. Guillaume Balas, sur cette image symbolique, évidemment, de cette réunion qui ne sera pas facile du PS autour de ce candidat, Benoît Hamon. D'abord le chemin parcouru. Et notamment quand Benoît Hamon était à 7% dans des sondages de la primaire, et qu'on riait un peu en disant mais pourquoi donc ose-t-il se présenter? Et je crois qu'il va démontrer rapidement là, dans la présidentielle, que le score qui lui avait été affiché d'entrée en disant il ne dépassera pas les 10%, même s'il gagne la primaire, que ces plafonds vont être dépassés très vite, et que ce qui s'est levé au moment de cette primaire n'est pas une dynamique qui concerne uniquement la primaire, et que c'est quelque chose de beaucoup plus fort, et que là, dans les jours prochains, on va pouvoir le constater. Benjamin Griveaux pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez vu venir, Benoît Hamon, tout au long de cette campagne, honnêtement? De tous les candidats de la belle Alliance populaire, de cette primaire, il était sans doute celui qui avait le plus travaillé. Il s'y était préparé depuis plus longtemps que les autres. Pour le moins, Vincent Payon, alors lui, ça a été la préparation la plus rapide. Manuel Valls aussi s'y est préparé sur le tard. Lui, il avait annoncé très tôt, avec d'ailleurs Arnaud Montebourg, qui ne réussit pas à faire la percée. Et parce qu'il y a chez Benoît Hamon, et ça je lui reconnais bien volontiers, de la sincérité et de la cohérence. Et donc c'est normal que ça fonctionne. Mais regardez ce soir, quelle sincérité demain dans un rassemblement de gens qui ne pensent pas du tout la même chose? Ça ne peut pas fonctionner. François Fillon, pourquoi il a gagné la primaire de droite? Parce que de la même manière, il avait travaillé depuis plus longtemps que les autres. Et sans doute y avait-il une forme de sincérité sur une droite très conservatrice, ultra-patronale. Mais
on voit bien que ça ne fait pas la maille et que le rabibochage ne fonctionne pas, que la réconciliation est de façade. Et donc là, on a un théâtre d'ombre, un jeu de posture. Mais vous savez, personne n'est propriétaire de ses voix. Les électeurs sont très libres. Ils l'ont montré. Ça, c'est vrai. Ils l'ont montré. Et la voix. volatilité de l'électorat est aujourd'hui importante. Je pense qu'on est dans un moment de l'histoire française où on a une recomposition du paysage politique très en profondeur, que les jeux d'appareil désintéressent quand même assez massivement les Français et qu'aujourd'hui, ils vont s'intéresser aux dynamiques qui sont en œuvre et puis au projet. Tant mieux, on va avoir un débat sur le fond, on en est ravis. Et voilà, mais objectivement, oui, il avait sans doute cette cohérence que d'autres avaient moins. Vous avez dit, mais pour Je crois que Manuel Benoît Valls, Hamon a deux défis. D'abord, celui de confirmer le rassemblement que nous voyons ce soir par ces images. Et je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main le fait que pour de nombreux électeurs qui se revendiquent de la gauche sociale réformiste qu'a représenté Manuel Valls, il va falloir que Benoît Hamon apporte des preuves. On dit souvent qu'en amour, il faut d'abord des preuves. Je crois que ça sera le cas dans la semaine qui vient. En tout cas, je l'espère. Et je crois aussi, quand on voit les postures qui peuvent être celles du parti de gauche aujourd'hui et à quel point, au final, on a beau changer le casting, les postures sont toujours les mêmes. Personne n'est assez à gauche pour avoir le droit de discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, il va falloir avec tout le monde, mais il n'y a pas de là problème. aussi, il va falloir. Regardez, si je vous ai laissé. Mais bien sûr. Je vous ai on a laissé. toujours discuté. Je vous ai laissé finir. Donc franchement, je vous ai laissé finir. On explique. Allez-y, Madame Timéo. C'est compliqué parce que la démocratie, c'est pas acquis avec vous et le pouvoir discuter non plus. Donc si je peux finir mon propos, si je peux finir mon propos, voilà, on est encore reparti dans la même rhétorique, mais on n'est pas dans un stand-up dans la rue. Là, on est censé être en train de pouvoir échanger et que vous le vouliez ou non, pour pouvoir demain parler avec Benoît Hamon, il va falloir aussi que vous puissiez avoir des points de convergence ou de divergence, mais discuter. Ça fait partie de la vie politique. On a désormais l'affiche à peu près des candidats à la présidentielle. Guillaume Balas, à droite on aura Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, peut-être Michel Alliot-Marie, Henri Guénaud et Ira Mayad s'ils arrivent à réunir leur parrainage. À gauche, il y aura Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. Comment est-ce que cette recomposition, comment est-ce que vous allez vous positionner au sein de cette recomposition? D'abord, je pense qu'il n'y aura pas ce nombre de candidats arrivés de je le crois. Qui ne sera pas dans l'affiche, à votre avis? Vous dire, aujourd'hui, c'est une question de dynamique politique et il y a quand même l'affaire des parrainages qui va être difficile pour beaucoup. Deuxième élément ensuite, c'est que je crois que justement, le renouvellement qui est en train de se passer de la sphère politique, qui en fait représente des renouvellements profonds dans la société, va changer, redistribuer les cartes, et qu'on est au début, j'allais dire, de quelque chose qui va ressembler à qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Vous savez, qui pouvait imaginer que Benoît Hamon serait le candidat désigné par la primaire il y a un an? Absolument personne. Qui pouvait imaginer qu'Emmanuel Macron, qui a été ministre de François Hollande, qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, soit aujourd'hui un candidat ni gauche ni droite, attrape tout et décidé de démissionner du gouvernement pour le faire? Qui peut imaginer aujourd'hui que François Fillon, qui vient d'être désigné par une primaire il y a quelque temps, se retrouve dans une situation aussi compliquée? Donc il faut avoir de la cohérence, il faut avoir de la détermination et surtout s'appuyer aujourd'hui sur la population. C'est ce qu'on fera nous. Mais tu as raison, Guillaume. Tu as raison, et d'ailleurs, on a tous eu la même réaction quand Donald Trump a finalement gagné l'élection américaine également. Je crois que néanmoins, la décomposition politique quand même dans laquelle on est avec cette fragmentation des candidatures, même si je partage qu'elles ne seront pas aussi nombreuses à l'arrivée, ouvre le champ à tout, y compris une victoire de l'extrême droite. Et je crois que nous avons aujourd'hui d'ailleurs de nombreux exemples, que ce soit en Europe, mais même sur la scène européenne, et que la responsabilité qui va être celle du candidat Benoît Hamon aujourd'hui désigné, ça va être aussi d'empêcher que l'extrême droite prenne le pouvoir. Et pour ça, il va falloir qu'il parle très largement. Le premier geste de rassemblement qu'il fait ce soir en parlant à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot, dont acte, ça fait partie de la stratégie qu'il avait dessinée et qui lui a permis d'être désigné, mais il doit avoir en tête que l'audience qui doit être la selle va bien au-delà s'il veut demain empêcher l'extrême droite. Un mot de conclusion, Daniel Simonet, pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, la campagne, elle commence, et il faut vraiment avoir conscience qu'une campagne, on doit convaincre les électrices et les électeurs. Et dans le peuple, vous avez un bon pourcentage qui aujourd'hui ne sait absolument pas s'il ira voter et pour qui il ira voter. Et il y a de la désespérance et il y a un dégoût
du fait des politiques qui ont été menées pendant l'ensemble de ce quinquennat. Et donc l'enjeu de la campagne, c'est comment... Mais bien sûr que si, vous allez me laisser... Mais ça ne vous plaît pas, Mais le peuple on avait ras-le-bol de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Il a trouvé que la même politique a été poursuivie. Donc monsieur le représentant de Macron, ça ne vous plaît peut-être pas parce que vous assurez... Il est élu sur des scrutins listes depuis 25 ans, il n'a pas vu un électeur et une élection directe sur son nom depuis 25 ans. Et nous devons donc parler et fédérer le peuple. Voilà, sur les grandes mais vous allez même pas devant le peuple d'une primaire. Les grandes propositions qui peuvent permettre justement de pouvoir enfin changer le cours de l'histoire. Eh bien oui, convoquer une assemblée constituante, c'est ce qui peut changer le cours de l'histoire. Dire qu'on sort du nucléaire, des énergies carbonées, c'est ce qui peut changer le cours de l'histoire. Vous parliez tout à l'heure de la culture, eh bien je préférais qu'enfin on crée un ministère de la culture et de l'éducation populaire et qu'on développe l'ensemble du mouvement associatif et culturel dans tous les quartiers, plutôt d'avoir une vision étriquée, consumériste, à croire que c'est par la question de l'ouverture du travail du dimanche des magasins qu'on résolve les problèmes et par le développement de l'ubérisation. Il faut donner un nouveau souffle à ce pays. On est en capacité de le faire. Benjamin Griveaux, un mot de conclusion aussi pour vous. Un mot de conclusion pour vous. Conclusion, on observe ce soir que manifestement la main tendue va être difficile à saisir et que ce sera plutôt la politique de la joue tendue qui va se faire cette semaine. Non, on est d'accord pour débattre, bien sûr. Non, on a des questions de fond ce sera très difficile et je crois qu'il y a des divergences profondes. Je ne crois pas à la réconciliation, je l'ai dit, entre la ligne défendue par Manuel Valls et celle défendue par Benoît Hamon. Je ne crois pas que les soutiens sincères de Manuel Valls iront défendre demain le revenu universel, la fleur au fusil sur les marchés. Ça, je n'y crois pas. Les Français ont besoin de cohérence et de sincérité. Et manifestement, ce n'est pas ce dont cette primaire a accouché. Guillaume Balas, difficile de parler aux députés valsistes, notamment mardi. Comment Benoît Hamon va les fédérer à sa cause alors qu'ils sont très sceptiques? On ne discutera pas qu'avec les députés valsistes, excusez-moi, mais il y a tous les députés du Parti socialiste qui seront là, élus socialistes. C'est important, en effet, de leur parler et de discuter avec eux. La ligne de Manuel Valls, c'était majoritaire au groupe. J'ai une question. Ceux qui veulent absolument dans les législatives défendre le bilan gouvernemental, comment vous allez gérer cela? Aujourd'hui, il y a une candidature qui a été désignée par des électeurs. Et ça prime sur tout. Donc c'est cette orientation qui sera défendue, même si nous sommes ouverts à la discussion pour la renforcer, la construire en mieux, évidemment. Après, les gens sont libres. Ils choisiront ou pas de s'inscrire dans ce processus de discussion ou de le refuser. Comme nous ne sommes pas propriétaires des électeurs, nous ne sommes pas non plus propriétaires des âmes et des idées de ceux qui voudront aller vers d'autres chemins. Mais je vous le dis, j'y crois peu. Parce que je pense que le Parti socialiste et le socialisme a une histoire qui dépasse les clivages qu'on a pu avoir dans ce quinquennat. C'est une histoire beaucoup trop profonde pour s'écrouler comme ça du jour au lendemain. Je ne crois pas 3 secondes et vous le verrez vite. Merci à tous les quatre pour ce débat.